Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au cantonal qui arrive donc à la politique avec l'un de ses candidats, Daniel Zailani. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Mais ça va et vous? Bon, écoutez, plutôt bien. Alors, avant de parler politique, vous vouliez revenir sur les deux drames que nous avons vécus ces dernières semaines avec ces enfants qui ont trouvé la mort. Bah, écoutez, c'est particulièrement horrible ce qui s'est passé au niveau des lycées, en proximité des lycées de Mayotte. Deux drames en l'espace d'une semaine, deux vies humaines qui disparaissent ainsi. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on prenne des décisions qui permettent que ce genre de choses n'arrive plus jamais. La sirène d'alarme, elle est tirée depuis plus de 5 ans. On parle régulièrement d'un problème de surpopulation au niveau de nos établissements. On parle d'un problème de sécurité. On voit régulièrement des professeurs qui mettent en avant leur droit de retrait pour signaler toutes ces aberrations qu'on peut trouver dans les établissements. Ces événements ont mis en lumière le manque d'encadrants dans les établissements, de surveillants, de pions, etc. Donc, je crois qu'effectivement, tous ces mots qui sont mis en avant actuellement doivent être pris avec beaucoup de considération. Il ne s'agit pas d'essayer simplement de ramener un certain calme au niveau du territoire, mais il y a une nécessité réelle de prendre des décisions qui permettra d'éviter de nouveau ce type de drame. Encore et encore, on voit encore des jeunes qui attaquent d'autres jeunes avec des couteaux. Cela se fait régulièrement, il n'y a pas de décès. Ne serait-ce qu'à Pamandzi, le 8 avril dernier, une jeune fille avait été agressée avec une barre de fer de 8 mm, et la barre de fer avait traversé la jambe. Donc là, c'était la jambe, mais ça aurait pu être la poitrine ou autre chose, et le résultat aurait été tout autant dramatique que ce qu'on a pu rencontrer. Donc il faut que des décisions soient prises. Moi, je demande vraiment que dans les futurs établissements qui doivent être construits, parce que le recteur fait régulièrement la tournée des plateaux pour expliquer que des nouveaux établissements doivent être construits, mais dans ces établissements, on doit s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans une surpopulation. Et quand je dis surpopulation, c'est-à-dire des établissements avec 1500 élèves, 2000 élèves, comme on a pu le faire encore récemment à Kaweni avec le lycée des Lumières. Le recteur explique que ça c'est normal, c'est la normalité d'avoir autant d'élèves dans le Ce n'est pas vrai, vous le savez très bien. Il a pris l'exemple de Montpellier où il y a 5000 élèves, en expliquant qu'avec le nombre d'enfants qu'il y a à Mayotte, c'est pas étonnant d'avoir ce genre d'établissement. Bon, je pense qu'il faut être honnête avec la population mahoraise. Nous avons tous étudié en métropole, vous-même en particulier. Nous savons tous qu'en général, dans des collèges, c'est plutôt paramétré pour être des collèges de 500 élèves. Et dans une même ville, on peut retrouver plusieurs établissements scolaires différents, en général par quartier. Donc, je crois que si nous voulons une départementalisation, c'est tout simplement qu'on se donne les moyens de faire les choses. Par ailleurs, il est aussi important qu'il faut qu'on arrête avec cette volonté que nous avons à Mayotte de vouloir scolariser coûte que coûte les élèves, tant bien même qu'ils n'ont pas leur place dans nos établissements. Un élève qui ne parle pas français, qui n'a jamais été étudié dans une école française, ne doit pas simplement être pris au collège parce qu'il a l'âge d'être au collège. Or, vous le savez pertinemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Par ailleurs, un élève qui est exclu d'un établissement pour un comportement dangereux, ou en tout cas a été exclu, et vous savez, quand le conseil de discipline se réunit et prend une telle décision, cela se justifie. Alors, il faudrait de grâce qu'on arrête que si on le sort d'un établissement de Mamoudzou, qu'on le prenne à Koungou. Donc, or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'estime que quand un élève est exclu pour faute grave, il doit être exclu des établissements de Mayotte. J'ai étudié à Mayotte dans le passé, c'est comme ça que les choses se passaient. Daniel Zailani, revenons à votre campagne. Vous êtes donc pour le canton de Pamandzi. Hein. Absolument. Alors, vous êtes parti d'MDM. Moi, j'ai une question. Najim Abdallah, sur ses propos, sur ce plateau, a eu des propos forts contre Issa Abdou. Pourquoi s'attaquer si fort à lui plutôt que de s'attaquer au programme ? Moi, je crois que d'une certaine manière, chaque homme incarne un programme. Donc en réalité, je crois que derrière cela, c'est peut-être le programme tout simplement qui était attaqué. Mais non, c'est lui qui a été attaqué. Mais derrière cela, c'est les actions et la politique qui mène. Aujourd'hui, on n'attaque pas les personnes pour rien. Lorsque vous faites de la politique et lorsque vous êtes en exercice, vous prenez des décisions régulièrement et ce sont les décisions que vous prenez qui forgent l'opinion qu'on peut avoir sur votre personne. Maintenant, effectivement, il est plus
judicieux et approprié en pareille circonstance de s'arrêter sur les idées. C'est aussi pour cela que lorsque moi je me présente aux élections départementales, c'est aussi pour essayer d'apporter un nouveau souffle au conseil départemental, parce que je crois qu'il en a besoin, puisque ces 6 dernières années, comme vous le savez, j'ai été dans l'opposition, et il est évident qu'aujourd'hui, le conseil départemental n'a pas été au grand rendez-vous pour lesquels on l'attendait. Je pense notamment sur les fonds européens. On voit bien que l'exécutif actuel est resté en retrait de ce qui se passait et n'a jamais réellement pris de position par rapport au manque de décision des services de l'État. On voit bien également que lorsque vous êtes dans l'exécutif, il est essentiel de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Je pense dans ce genre de choses, par exemple, au marché sur les transports scolaires. Aujourd'hui, les transporteurs, alors que le marché vaut quasiment 30 millions d'euros chaque année, trop de transporteurs sont en difficulté. D'ailleurs, si vous regardez de plus près, le marché qui a fini par être attribué ces derniers mois, va conduire à ce que ceux qui ont obtenu ce marché avant même que le marché commence, sont déjà en difficulté financière parce qu'ils n'ont plus d'activité professionnelle. On sent de la critique par rapport aux aidés. C'est pour ça que vous avez déclaré, c'est la une des nouvelles de Mayotte d'aujourd'hui, je suis le candidat de la rupture. Très clairement, je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on décide d'être candidat, il faut savoir pourquoi. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le monde est divisé en deux à Mayotte. Soit nous nous lançons en politique pour aller poursuivre et continuer le travail qui est effectué par l'exécutif actuel, soit nous considérons qu'ils ne sont pas allés assez loin et qu'il y a une nécessité de faire autrement. Donc moi, vous le savez, je suis dans l'opposition depuis 2015 et c'est vrai que par rapport aux décisions qui sont prises, la plupart du temps, j'ai essayé, parce que j'ai été dans une posture d'opposant constructif, donc j'ai essayé de faire des propositions, mais j'ai bien vu au final que mes orientations n'étaient pas choisies et je pense que finalement mes orientations étaient les meilleures. Maintenant, il est clair que par rapport à cela, si demain il doit avoir un nouveau exécutif, il est clair que si on me donne l'opportunité d'être élu à Pamandzi, moi je me positionnerai dans une majorité qui est alternative à l'exécutif actuel. Mais justement, si vous gagnez, vous allez tenter de rallier les candidats MDM, les progressistes, pour tenter de faire une majorité? Moi j'y vais même au-delà de cela. Parce que déjà, ce qui doit unir les hommes, ce sont les convictions politiques. Je pense que tout le monde a entendu Hadj Moko lorsqu'il est passé dans les médias récemment. Ils ont constitué une majorité. Et lui-même a expliqué que sur 17 élus de la majorité, seuls 7 se représentent parce que dans la majorité, ils n'ont pas fait le travail qui était attendu par la population. Là, c'est même pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui est dans la majorité qui l'a dit dans les médias. Et il a expliqué tout simplement, si aujourd'hui les élus ne se représentent pas pour la grande majorité des élus qui étaient dans l'exécutif, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait le boulot. Et donc, ils estiment qu'ils n'ont pas à se représenter. Donc, à partir de là, moi, mon propos, il est clair. Tout élu qui est convaincu qu'effectivement, l'exécutif actuel n'a pas été à la hauteur des enjeux, des rendez-vous pour lesquels elle était attendue, il a toute la place dans cette majorité que je souhaiterais construire. Le MDM, pourtant, il y a une guerre entre vous deux, donc c'est pour ça que ça risque de perdre un peu les électeurs. Aujourd'hui, vous êtes l'un contre l'autre, apparemment, les propos sont clairs, et demain, vous voulez le rallier. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Il ne s'agit pas d'être l'un contre l'autre. Aujourd'hui, je crois que chaque personne estime qu'il est le mieux positionné pour pouvoir représenter la population dans son canton. Voilà, c'est ça en fait la vraie réalité. C'est pas que sur le fond on est opposé dans les idées. Non, c'est que personnellement chaque personne pense qu'il est plus approprié pour défendre la population. Donc moi ce que je dis simplement, le 20 et le 27, on verra une carte de politique se dessiner, on verra des hommes et des femmes qui seront choisis par la population et on verra si ces élus, sont-ils majoritairement pour la continuité du travail qui est fait actuellement ou s'ils sont comme moi pour le changement et la rupture. Si nous sommes majoritaires, tant bien même que nous ne sommes pas du même mouvement politique, l'essentiel, c'est qu'on se rassemble autour de cette conviction qu'il va falloir être proche de la population. Regardez, quand je parle de rupture, disons les choses très clairement, quand vous voyez
tous ces mouvements sociaux et que vous vous rendez compte que la société civile n'arrive pas à comprendre les élus et qui n'arrive pas à se retrouver dans les décisions que prennent les élus, forcément, il y a nécessité pour 2021 d'avoir un comportement de rupture. Quand ces mêmes manifestants, société civile veulent aller au conseil départemental et que ce sont les forces de l'ordre qui les attendent à l'entrée, il va falloir faire la rupture. On ne peut pas continuer comme ça. Quand, comme je vous l'ai dit, quand par exemple au conseil départemental, parce que je ne suis pas là pour dire que l'exécutif n'a rien fait. Ils ont pris des décisions intéressantes. Mais il y a des points de blocage. Regardez par exemple l'aide économique pour les acteurs. 14 millions d'euros par rapport au Covid. Il va falloir quand même s'assurer que tous les acteurs économiques aient reçu cette aide. Vous avez reçu combien d'entreprises ici sur votre plateau? Vous expliquez que ça fait des mois et des mois qu'ils attendent l'aide. Ça veut dire qu'il y a eu effectivement une volonté politique d'aider les acteurs économiques, mais derrière, l'administration n'a pas suivi. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions de réforme en interne pour faire les choses. Et la première des bonnes réformes en interne, c'est que lorsque on nomme une personne au conseil départemental, il va falloir choisir les personnes en fonction de leur qualité professionnelle, mais pas de leur mouvance politique. Alors, Dani, moi j'ai juste une question. J'aimerais revenir un peu sur aujourd'hui les associations. Vous avez dit récemment, aujourd'hui 120 millions pour des mineurs isolés. Vous avez toujours demandé, en tout cas quand vous êtes passé sur ce plateau, en disant il nous faut de la solidarité nationale. Il faudrait qu'on puisse évacuer tous ces jeunes, notamment ceux qui ont mis Mayotte à feu à sang. Et vous dites, nos élus aujourd'hui veulent plaire au service de l'État, c'est-à-dire qu'ils ne défendent pas les intérêts de la population. Donc, est-ce que ça veut dire que demain, si vous êtes élu, non seulement vous n'avez pas envie d'être élu pour plaire au service de l'État, mais pour travailler avec l'État? Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses très clairement. Lorsque vous avez une enveloppe financière pour le social de 120 millions d'euros, on ne peut pas consacrer quasiment 80 millions d'euros de cette enveloppe exclusivement dans un domaine précis qui est les mineurs isolés. Lorsqu'on voit comment Mayotte est à feu et à sang dans certains secteurs avec ses agressions, ses violences dans des établissements scolaires et autres, on se rend bien compte qu'il y a une nécessité de dépenser son argent autrement. Et le social, ce n'est pas que les mineurs isolés. Le social, c'est aussi les personnes âgées qui sont en grande difficulté. Il suffit de voir avec la crise Covid de quelle manière nos personnes âgées sont isolées. On a dit à Mayotte qu'on n'allait pas construire d'EHPAD, mais pour autant, on voit bien que pendant la crise Covid, trop de personnes âgées se sont retrouvées seules ou sont retrouvées isolées chez eux, à l'écart du monde. Donc il y a une nécessité de repenser les choses. Moi, je veux mettre les bases d'une politique post-Covid dès à présent, et cela nécessite de redéployer les moyens financiers autrement. Aujourd'hui, s'intéresser exclusivement aux associations qui suivent les mineurs isolés, ce n'est pas suffisant. Il faut faire les choses autrement, d'où la nécessité de rupture. Et j'ose espérer que les élus qui se présentent aujourd'hui, ici ou là, tout autour des différents cantons de Mayotte, ont aussi cette volonté qu'on fasse les choses autrement. Et si on fait les choses autrement, ils sont avec moi, je suis avec eux. Et pour que les choses soient particulièrement claires, mon obsession à moi, ce n'est pas d'être président du conseil départemental. J'ai été 6 ans dans l'opposition. Moi, je peux vous dire, le plus important aujourd'hui, c'est pouvoir être dans une majorité avec des personnes avec qui on se comprenne et qu'on ait la volonté ensemble de faire avancer Mayotte et de construire Mayotte. Quand vous avez un département où les uns après les autres qui sont dans la majorité viennent sur le plateau ou qui veulent prôner la succession de M. Souaba Adine, viennent dans le plateau et se réjouir de voir que le conseil départemental a 57 millions d'euros d'excédent alors qu'il y a tant de choses à faire à Mayotte, cela montre encore une fois à quel point l'exécutif n'est pas suffisamment actif. Moi, j'ai été élu depuis 2010. Aujourd'hui, j'ai l'expérience nécessaire pour voir où sont les problématiques. J'ai été dans l'opposition, je discute avec les gens, je comprends concrètement de quoi on a besoin à Mayotte. C'est la raison pour laquelle je veux mettre mon expérience et mon savoir-faire au bénéfice de ceux qui sont pour la rupture et le changement pour que Mayotte avance. Vous voyez, là, on arrive en fin de bilan. Le bilan, c'est quoi ? Qu'est-ce qui a été fait ces 6 dernières années? Qu'est-ce qui a été construit? Qu'est-ce qui a été investi?
on va vous parler de PMI. Mais PMI, c'est des petits bâtiments qui ne vaut même pas 1 million d'euros. C'est comme ça que vous voulez développer le Mayotte et mettre fin au chômage au territoire. Et après, vous vous réjouissez d'avoir 57 millions d'euros d'excédent. Cela montre encore une fois qu'il y a un manque d'initiative. C'est quoi votre stratégie aujourd'hui pour rassembler, même si vous, nos confrères, un titre ce matin que vous êtes le candidat de la rupture, mais comment vous allez pouvoir aujourd'hui discuter avec tout le monde pour avoir cet exécutif finalement homogène? Quand on voit qu'aujourd'hui, il y a des positions qui sont claires, vous venez de dire que votre obsession, c'est pas la présidence. On sait que Mansour Kamaldine, c'est la présidence, Issa Abdou, c'est la présidence. Mais est-ce que déjà, avec ces deux ténors, quelque part, vous êtes capable aujourd'hui de discuter? Disons les choses clairement et de manière limpide, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mes propos. Que ce soit Mansour Kamaldine, il est allé dans les médias, ou en tout cas ses partisans sont allés dans les médias expliquer qu'ils sont les candidats de la continuité de l'exécutif actuel et qu'ils sont satisfaits des décisions qui ont été prises par l'exécutif. Je demande à ce que la population tienne compte de ce qui a été dit et le note. Mon collègue Issa Abdou, qui est effectivement MDM, est aujourd'hui dans l'exécutif. Il a fait le travail qu'il a fait. Chacun pourra juger de ce qu'il a fait. Et très clairement, il n'a jamais été en rupture avec les décisions qu'il a prises. Les élus qui ont été en rupture dans l'exécutif, on les connaît. C'est Madame Bichara, c'est Hadj Moko et c'est ma collègue de Mamoudzou 3. Bon, donc les choses sont claires. Les choses, pour moi, sont extrêmement claires. On sait qui sont pour la rupture dans l'exécutif. Donc, nous avons 2 candidats à la présidence qui prônent la continuité. Moi, je suis très clair aussi dans mon propos. Je dis que ce qui a été fait aujourd'hui n'est pas satisfaisant et moi, je suis plutôt la rupture. Est-ce que maintenant, c'est pour ça, certains pourraient penser que parce que les 2 autres ténors sont pour la continuité, ben moi, je vais prendre une voie différente, sinon je vais faire dans la même voie et je vais me différencier. Mais c'est pour ça que vous parlez de rupture? Non, mais soyons honnêtes. Ça fait 6 ans que je suis dans l'opposition. Je ne prends pas une posture de rupture aujourd'hui. Lorsque j'ai dit, toutes les décisions, lorsque j'ai dit qu'il fallait être plus réactif dans tous les domaines, que ce soit social, que ce soit économique, que ce soit dans le développement de Mayotte, que ce soit dans les prises de décision, et ça n'a pas été le cas. Et pire encore, même les décisions que j'avais prises, ils les ont attaquées. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au port. Aujourd'hui, le temps m'a donné raison. Les commerçants sont tous en train de pleurer que le port de Mayotte n'est pas suffisamment développé et que du coup, encore aujourd'hui, les conteneurs qu'ils commandent en Chine ou à Dubaï ou à Paris sont obligés de passer par La Réunion et Maurice et tous les conteneurs sont bloqués à La Réunion et Maurice parce qu'il n'y a pas de bateau qui vient à Mayotte. C'est bien la raison pour laquelle je dis que le temps me donne raison, qu'il fallait effectivement prendre la décision de faire une DSP pour qu'on développe le port. Vous le savez, c'est 100 millions d'euros en perspective, mais ces 6 dernières années, au lieu de travailler les mains dans la main avec la délégataire, ça a été procès sur procès pour essayer de remettre en question la DSP. La question n'est pas de savoir si la DSP est la bonne forme, la question est de savoir est-ce que l'orientation politique que j'avais donnée, à savoir investir au port pour que ce soit un grand port en faisant des investissements, en refaisant les quais, mais oui, mais c'est ce qu'il y avait dans la DSP, et ça, ce qui se passe maintenant, aurait dû être enclenché depuis 2014, depuis 2015. Sauf que quand le nouvel exécutif est arrivé, ils se sont battus contre les décisions de Daniel Zaïdani. Moi, je dis que je suis contre le GIP. Je l'ai dit, je l'ai exprimé, j'ai voté contre. Mais pour autant, ça a été choisi. Donc, je ne vais pas me battre pendant 6 ans pour démanteler le GIP et pour faire en sorte qu'au niveau des fonds européens, il ne se passe rien. Donc, c'est la continuité, là? Non, c'est le développement de Mayotte. Moi, je dis que là, c'est la rupture. La rupture, ce n'est pas combattre les décisions passées, mais c'est de faire en sorte, c'est de prendre le passif et l'actif et de faire avancer Mayotte. Lorsque vous arrivez à la tête du département, vous ne devez pas chercher à régler les comptes avec les agents ou à régler les comptes avec les élus ou à régler les comptes avec des personnes ou avec la population. Lorsque vous décidez d'arriver à la tête du département, vous devez faire avancer Mayotte. Pour moi, quand je dis la rupture, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut travailler avec les maires de Mayotte. Comment voulez-vous qu'on puisse lutter contre l'insécurité à Mayotte? Tout le monde le dit, il faut lutter contre l'insécurité. Mais comment voulez-vous lutter contre l'insécurité si on n'accompagne pas financièrement les communes de Mayotte sans distinction politique, je le précise, pour que justement, les maires puissent investir dans leur police municipale et ainsi améliorer notre sécurité. Comment voulez-vous améliorer
le ramassage des ordures, et parce que tout le monde se plaint que ça ne va pas, si on n'accompagne pas le CIDEVAM dans les investissements qu'ils doivent effectuer pour pouvoir ramasser les ordures avec des nouveaux camions. Je crois que le conseil départemental doit prendre son vrai rôle. Le vrai rôle du conseil départemental, c'est d'être une collectivité qui finance les autres collectivités. Et c'est comme ça qu'on arrivera à développer Mayotte, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer les choses. Donc il faut faire de la rupture. Moi, je suis dans la rupture parce que j'ai le recul de ce que j'ai fait, j'ai appris par rapport à mes erreurs, j'ai été président et j'ai rencontré des problèmes, tout le monde le sait. Vous venez de dire que vous n'avez pas forcément envie de la présidence. Non, ce que je dis, c'est que j'ai envie que Mayotte avance. Si Mayotte avance sans que je sois président, mais que je me retrouve dans une majorité où on se comprend, ben, où est où le problème? Moi, je ne suis pas ici pour dire que je suis le Messie ou la personne exclusive qui pourra sauver Mayotte. Non, moi je dis que je fais partie de ces personnes qui peuvent contribuer au développement de Mayotte. Je n'attends pas, par exemple, comme certains, de dire que moi je suis dans une majorité, mais il faut que je sois président pour que Mayotte avance. Non. Je veux être dans une majorité. Si on veut de moi et on estime que je suis la personne la plus appropriée au sein de cette majorité pour rassembler les gens et pour mettre en œuvre notre projet commun, ah ben à ce moment-là, je ne vais pas me débiner, c'est évident. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je serai un meilleur président qu'il y a 10 ans en arrière. Mais maintenant, je ne suis pas convaincu qu'il faut absolument que je sois président pour que les choses avancent. Regardez, je vous donne un dernier exemple, juste pour être concret sur cet aspect. Une précision sur les 120 millions dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est une compensation pour l'aide sociale à l'enfance, et les utiliser ailleurs s'appelle détournement de fonds fléchés sur la base d'une convention pour une mission précise. Alors, je vous le dis très clairement, et il ne faut pas ici qu'on raconte des bêtises. C'est moi qui ai initié ce projet parce que j'avais toujours dénoncé le fait que le conseil départemental dépense dans le social, notamment avec les mineurs isolés, et qui n'ont pas eu leur compensation financière. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'une mission vienne sur place, un rapport a été pondu par l'IGAS et qui a mis en lumière qu'effectivement le conseil départemental était pénalisé. Et effectivement, quelques mois après l'arrivée du président Souaba Adine, la compensation est arrivée. Et quand la compensation est arrivée, c'est une compensation financière parce que je rappelle que les moyens financiers que nous n'avions pas mis, que nous n'avions pas eu, a été utilisé sur d'autres ressources du conseil départemental pour financer le social. Ce qui veut dire que la compensation que nous avions eue, il s'agissait de rembourser la dépense qui avait déjà été effectuée. Donc, cette dépense qui avait déjà été effectuée, elle avait été faite sur des dépenses économiques ou différentes, en tout cas, que les mineurs isolés. Par contre, je tiens à préciser que par la suite, à la demande effectivement du responsable du social, pour être sûr que ces sous ne soient pas utilisés dans d'autres secteurs, il a demandé qu'une délibération, c'est-à-dire que le Conseil général a pris une délibération pour que cela soit dépensé là-dedans. Mais rien n'empêche, rien n'empêche, et c'est là où je prends ma position, que rien n'empêche que l'exécutif fasse les choses autrement. Et c'est pour ça que je le dis clairement, moi j'estime qu'à Mayotte, le social, ce n'est pas que les mineurs. Aujourd'hui, on nous a prouvé que l'exécutif aujourd'hui considère que le social, c'est les mineurs. Moi, je dis qu'il y a aussi les personnes âgées. Il y a aussi, avec le Covid, la nécessité de mieux accompagner la réhabilitation des maisons d'habitation, notamment au niveau sanitaire. Donc aujourd'hui, on a des enveloppes financières de 100 000 euros. Je crois qu'avec toutes les difficultés sanitaires qu'il y a à Mayotte, il y a nécessité de mettre beaucoup plus de moyens. Faisons-le. Il faut conclure quand même. Peut-être une dernière question. Oui, juste une dernière question. Daniel Zaidani, on a entendu pas mal de candidats de partis dire qu'aujourd'hui, en tout cas pour être dans la rupture, ne souhaiteraient pas voir en tout cas une famille politique de la droite, notamment les Républicains, revenir au conseil départemental. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes capable de vous allier quelque part, de vendre votre âme au diable en vous alliant avec n'importe quel parti pour faire barrage? Écoutez, je pense que vous me connaissez. Quand j'étais président du Conseil général, on disait que j'étais président d'une majorité macédoine. Je crois qu'en soi, ce surnom veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai montré dans le passé que j'étais capable de travailler aussi bien avec des élus de droite et de gauche et du centre, moi-même étant du centre. Donc, il est clair que, à mon avis, je vous le dis très franchement, la majorité qui va se constituer demain sera une majorité d'hommes et de femmes qui ont une volonté de faire avancer Mayotte, et cela quel que soit leur bord politique. Et donc, il y a une nécessité qu'on se rassemble pour
faire la rupture, parce que si moi en tout cas je suis candidat, c'est parce que je ne suis pas satisfait du travail qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites, mais je crois qu'ils ne sont pas allés assez loin pour que la population se retrouve. Aujourd'hui, je veux construire une majorité alternative à la majorité actuelle, et toute personne, quel que soit leur bord, et même s'ils sont aujourd'hui de la majorité, parce que vous savez, les gens ils peuvent changer entre-temps, eh ben, ils sont les bienvenus. Et une fois qu'on aura constitué une majorité, on regardera au sein de cette majorité quelle sera la personne qui pourra le mieux les représenter et les défendre pour garantir que notre objectif commun, c'est-à-dire le changement et la rupture pour l'intérêt de la population mahoraise, soit vraiment mis en place, parce qu'au final, les vrais patrons des élus restent la population mahoraise, reste la société civile, et c'est ainsi que je vois les choses, et c'est comme ça que les choses devraient se faire pour imposer ces ruptures et ce changement. Alors, pour Daniel Dalini, il faudrait juste 2-3 questions et pas 12, mais merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de tout ça, sans langue de bois. Merci beaucoup. Rêvons d'un Mayotte en grand, parce que je suis le candidat de MDM de Pamandzi en grand. Ça me démangeait. Une dernière question, réponse très courte, c'est possible. Le train à Mayotte, vous y croyez ? Je crois que la priorité aujourd'hui, et ce qui se permettra d'aller beaucoup plus vite, c'est de désengorger les routes, et parce que je suis favorable aux nouvelles liaisons maritimes du STM, c'est-à-dire Dzoumonier Mamoudzou et Dembéni Mamoudzou. Ça, c'est 80 millions d'euros d'investissement, 40 millions pour acheter 4 nouvelles barges et 40 millions pour construire 10 nouvelles gares maritimes. 80 millions d'euros, je m'engage ici et devant vous pour que cela se fasse avant 2023. Voilà ce que je propose à tous ceux qui sont dans les embouteillages et qui nous écoutent maintenant, c'est que d'ici 2023, on ouvre des nouvelles lignes maritimes, et que d'ici 2023, on fasse en sorte que le marché des transports interurbains se fasse. Voilà les engagements que je prends aujourd'hui devant les Mahorais et les Mahoraises. D'ici 2023, je vais vous aider à désengorger. Faire le train, c'est une très bonne idée, mais cela ne pourra jamais voir le jour avant 2035. Moi, voilà. C'est 2023. À vous de choisir. J'ai posé la question, j'ai eu ma réponse. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.